Je me réveille en sursaut. Que se passe-t-il? Il me faut très peu de temps pour reprendre pied avec la réalité et réaliser où je suis et d'où vient tout ce vacarme. Je regarde l'heure qu'il est sur mon GSM. 1h28 du matin. Le monstre s'est réveillé et, comme à son habitude, se déchaîne sur tout ce qu'il trouve à portée de main. Il claque les portes et jouit de pouvoir nuire à sa guise en pleine nuit. Il est tout puissant. Je jette un œil sur le côté de mon matelas et j'aperçois mon bébé qui dort paisiblement. Pourvu qu'il ne se réveille pas, pourvu qu'il n'entende pas cette fois encore le bruit à l'étage, pourvu qu'il ne soit pas une fois de plus effrayé par tant de violence. Des larmes ruissellent sur mes joues. Je suis tellement fatiguée, j'ai tellement peur. Il faut dormir afin d'oublier. Petite déjà, le sommeil était mon refuge, le lieu où personne ne pouvait m'atteindre et briser mes rêves d'enfant. Je me retourne, m'enfonce un peu plus sous la couette et je m'efforce de penser à des choses gaies, à rêver de ce que je ferais si je gagnais au loto, à me dire qu'un prince charmant m'emportera bientôt sur son cheval blanc. Je ris. L'autodérision est pour l'instant le meilleur remède que j'ai pu trouver pour échapper à cet enfer quotidien. Le bonheur viendra, je le sais. Il faut être patiente, forte et garder la foi en un avenir scintillant. Surtout ne pas flancher. Se battre corps et âme pour mes 3 ados et mon bébé. Pour moi aussi d'ailleurs, et pour mes amis qui me soutiennent autant qu'ils le peuvent. Les portes continuent de claquer et les objets de voltiger dans tous les sens. Mes ados à l'étage doivent être très certainement réveillés et morts d'angoisse. Mais tous, nous savons que d'ici 30 minutes, le monstre aura de nouveau le cerveau imbibé d'alcool et qu'il se rendormira tout habillé dans le canapé du salon. Pour l'instant, nous n'avons qu'une seule chose à faire, n'émettre aucun bruit et attendre que la tempête se calme, patiemment malgré la peur qui nous tenaille. Ça y est, le monstre semble s'être suffisamment abreuvé et le calme règne à nouveau dans notre immense maison. Je finis par m'endormir en tenant la main de mon bébé, mon visage encore humide et marqué par le chagrin. Je suis Sylvie, maman célibataire de 4 enfants. Nous sommes 4 ans plus tard et quel chemin parcouru. J'ai tellement grandi, tellement évolué. Il y a 3 ans, la justice a décidé d'interdire à notre bourreau de nous approcher. Des professionnels m'ont expliqué que mon mari souffrait d'un trouble de la personnalité appelé perversion narcissique. Après maintes recherches, j'ai enfin compris que le mal dont il souffrait était bien plus qu'une maladie. C'est le mal incarné. J'ai pris conscience que j'avais reproduit ce que j'avais vécu durant mon enfance. Ma mère souffrait du même trouble. Mon père a fui quand j'avais 2 ans et demi, nous laissant mes frères et moi avec une mère qui était incapable d'aimer qui que ce soit et qui avait, pour survivre, besoin d'une proie. J'ai été cette proie jusqu'à ce que je n'en puisse plus et que je quitte la maison à 18 ans. À 19 ans, 18 mois plus tard, je tombais sur le prince charmant, l'homme idéal qui comprenait mes souffrances et qui allait pouvoir panser mes plaies. Hélas, je l'ai compris bien plus tard. Le prince charmant n'existe que dans les contes de fées. Mais cet homme portait un masque, à mon insu. À cette époque, il demeurait pour moi l'homme idéal. Il m'aimait, il me disait ce que j'avais besoin d'entendre. Il m'offrait de jolis cadeaux, me montrait fièrement à ses copains. Je n'étais plus invisible, j'étais devenue quelqu'un qui existe, quelqu'un qui était digne d'être aimé. Quelle idiote j'ai été! Non, avec le recul, je comprends que non, je ne suis pas idiote, ni faible, ni naïve. Le problème, notre problème, est qu'on est pleine d'amour, d'empathie et d'altruisme et que de surcroît nos convictions religieuses, en plus de toutes nos autres croyances, font que nous n'écoutons plus nos propres besoins. Nous nous oublions totalement pour aider, sauver notre bourreau, car nous percevons sa souffrance. Mais cependant, ce dernier distillera année après année, à très petite dose, son poison, jusqu'au jour où nous ne serons plus que l'ombre de nous-mêmes. Quoi? Moi, si triste, si malheureuse, si aigrie, si pessimiste quant à l'avenir, alors que j'étais si dynamique, souriante, pleine de vie. Mais que s'est-il passé?
J'ai eu beaucoup de chance qu'un professionnel ayant dû intervenir plusieurs fois à notre domicile me parle de cette maladie qu'est la perversion narcissique. Curieuse de nature, j'ai été me documenter et j'ai compris. Ce n'était pas moi la folle, l'hystérique, la moins que rien. Et puis, un soir de février 2014, la justice l'a évincé de nos vies. Après 42 ans passés auprès de personnes toxiques, ma mère puis mon mari, il était grand temps que j'entreprenne mon chemin vers la résilience. J'avais enfin pu comprendre la leçon. Mais ce n'était pas si simple, loin de là. Car sortir de l'emprise physique est une chose. Mais que se passe-t-il après que vous ayez rompu tous les liens physiques avec votre pervers narcissique? Celles qui vivent une histoire similaire à la mienne savent que l'après est encore plus douloureux. En effet, malgré que nous ayons décidé de nous écouter, de fuir le toxique, de nous reconstruire, de faire de nouveaux projets et de renaître, nous restons bien malgré nous enchaînés. Le démon a ferré sa proie et il ne la laissera pas partir tant qu'elle ne sera pas à l'agonie. Dans chaque recommandé, dans chaque décision à prendre à propos des enfants, dans chaque convocation dans les différents tribunaux et à chaque coin de rue, le monstre rôde, sans cesse. Nous restons sous emprise quoi que nous fassions. Mon pervers narcissique avait fait le mort pour que j'aie du mal à le radier de notre domicile. Car dans mon pays, on ne peut radier quelqu'un du domicile si les autorités ne connaissent pas la nouvelle adresse. Nous restons donc sur la même composition de ménage et par conséquent, le ministère des Finances cumule mes piètres revenus avec les siens. Je ne peux pas non plus récupérer les contributions alimentaires non payées pour mes 4 enfants depuis 3 ans, puisqu'on ne savait pas où il était, et quand j'ai fini par retrouver son adresse, il restait insolvable et donc nullement importuné. Je ne pouvais plus non plus assumer seule les traites de la maison, et je ne peux pas la vendre, car il fallait impérativement sa signature. Et comme la maison appartient aux deux, les dettes qu'il contractait m'incombaient. C'était à notre domicile qu'on venait réclamer puisque la maison était en commun. Mes enfants et moi survivions. J'ai pourtant contacté la presse, les différentes instances, les avocats, les huissiers, les notaires. Personne ne pouvait trouver de solution à notre situation. J'avais la nette sensation que je me tapais la tête contre les murs et les portes restaient définitivement fermées. Chaque fois, je m'entendais dire la même chose. Tant que monsieur ne se présente pas, on ne peut rien faire. Sans sa signature, on ne peut pas faire avancer votre dossier. Oh madame, votre liquidation matrimoniale peut durer 20 ans. Ou encore, votre situation est exceptionnelle, mais malheureusement, on ne peut rien faire. Non, ma situation n'est pas exceptionnelle. J'ai la conviction que des tas de familles se trouvent confrontées aux mêmes incohérences juridiques. Pourtant, la solution serait tellement simple. C'est vrai. Il suffirait de mandater une personne qui veillerait aux droits de monsieur et qui signerait tous les documents en son nom, ce qui permettrait enfin le partage des biens et par conséquent la rupture des dernières chaînes. Aujourd'hui, cela fait 3 ans que je me bats. J'ai appris à lâcher prise car il y a des tas de choses que nous ne pouvons maîtriser. Il existe des tas d'incohérences, d'absurdités ainsi que de vides juridiques quant à des situations peu ordinaires comme les nôtres. Preuve que les lois n'évoluent pas du tout au rythme de nos sociétés. Mais j'ai compris qu'en m'énervant, qu'en pleurant, c'est à moi que je faisais du tort et c'est justement ce que mon pervers narcissique désirait. J'ai donc utilisé le lâcher-prise au quotidien et aujourd'hui je peux affirmer que ce dernier m'a sauvé la vie. Puis un jour je me suis éveillée et j'ai compris que je continuais d'accepter involontairement d'être sous emprise. Mon manipulateur était très fort, il était capable d'accepter de perdre tout son patrimoine, ses 4 enfants, du moment que moi, sa proie, je perde tout également. Je comprenais que sa vengeance de l'avoir quitté serait bien au-delà de ce que le commun des mortels pouvait envisager. Dès lors, je n'étais pas victime une fois, mais des tas de fois. Victime de mon bourreau, mais aussi victime de la justice qui me poursuivait pour ses manquements à lui, victime du ministère des Finances, victime du système bancaire, victime de l'administration de ma commune, victime, victime, victime. Stop! Je déteste ce mot. Je n'ai jamais voulu être une victime et aujourd'hui je décide de ne plus jamais être une victime. Moi,
de signe astrologique du Scorpion, guerrière, courageuse et ambitieuse, je vais me servir de tout le potentiel qu'on m'a donné pour enfin décider de ma vie. Il était hors de question que ma liquidation matrimoniale dure 20 ans et que mon bourreau continue impunément de bousiller ma vie et celle de nos enfants. C'est ainsi que j'ai pris la décision de tout arrêter. Personne ne peut m'aider, les lois sont archaïques, ok, mais je suis seule responsable de ce que je veux faire de ma vie. Et pour la première fois, je vais écouter mes besoins, mes envies. Je vais laisser parler mon cœur. Et cela dit en passant, j'ai découvert que je n'avais pas seulement un esprit et un corps, mais aussi et surtout une âme. J'ai compris que moi seule avais décidé de venir ici-bas pour expérimenter des choses, afin de pouvoir sortir le meilleur de moi-même, pour grandir et évoluer sur une spirale éternelle et ascendante. J'étais responsable d'avoir laissé faire ma mère d'abord, puis mon mari ensuite. Oui, j'avais laissé installer cette situation d'emprise insidieuse. Nous, proies de pervers narcissiques, nous avons à maintes reprises excusé l'inexcusable. Nous avons toléré l'intolérable et accepté l'inacceptable. Pourquoi? Peu importe, mais je comprenais que j'étais en train de reproduire toujours le même processus, car j'étais seule responsable de continuer à me soumettre à tout un système administratif et judiciaire inhumain. Certes, je n'étais pas responsable des lois et du fait que tout se faisait manipuler par un individu sans scrupules, mais j'étais responsable de continuer d'espérer qu'une solution allait tomber du ciel. J'étais responsable de croire que quelqu'un d'autre que moi-même allait trouver la solution à ma situation douloureuse. J'étais la solution. Cette dernière était enfouie trop profondément en moi, engluée dans de fausses croyances, endormie par trop d'années de dépendance affective. Mais je n'étais pas morte. Et si je ne voulais pas que ma petite flamme fragile s'éteigne, il était grand temps, plus que grand temps, que je bouge. J'ai donc réfléchi à toutes les solutions qui s'offraient à moi. Me laisser dépérir et tomber dans la dépression ou dans l'alcoolisme? Non, ce n'était pas mon genre. Fuir au fin fond de la brousse? Mais avec des enfants, dont une petite de 4 ans, ce n'était pas une solution très sécurisante. Me marier avec un de mes prétendants richissimes? Non, impossible de construire quelque chose de magique dans de telles conditions. Dépendre de l'État et habiter dans un logement social et bénéficier de l'aide sociale? Mais qu'en adviendrait-il de mon estime de moi? Et puis cette solution ferait jubiler mon bourreau. Mais n'y avait-il pas une solution positive? Durant des jours et des nuits, j'ai réfléchi, écouté, cherché les signes. Et puis j'ai trouvé. Je devais transmettre mes messages afin d'aider d'autres femmes, d'autres hommes, d'autres familles à renaître après une relation d'emprise. J'avais le désir brûlant de redonner espoir à tant de victimes en leur rappelant que les personnes toxiques ne choisissent pas leur proie au hasard. Bien sûr que non. Il leur est impératif d'élire des personnes dotées de nombreuses vertus. Et ce sont ces mêmes vertus qui vont nous aider tous et toutes à pouvoir remonter la pente, à nous aligner sur notre chemin de vie afin de retrouver une vie épanouie, heureuse et sereine. Mais avant de transmettre mes messages d'espoir, je devais d'abord moi-même sortir définitivement de l'emprise, afin d'être un modèle de réussite pour rendre espoir à tous ces êtres brisés. La question fondamentale était: quel genre de vie voulais-je vivre les prochaines années? Voulais-je vivre une réaction émotionnelle de longue durée? En fait, j'étais en train de mémoriser des émotions de colère, de rancune, de tristesse, de désespoir. Toutes ces émotions toxiques composaient mon humeur, et si je continuais dans ce processus, cela deviendrait mon tempérament. Puis ensuite, au fil des années, elles feraient partie intégrante de moi et composeraient donc ma personnalité. Mais il était hors de question que ces émotions fassent partie de mon identité. Je voulais à tout prix retrouver ma véritable identité, mon essence divine. Et vous, voulez-vous garder à vie des émotions teintées par votre passé? Chaque fois que nous pensons à l'événement douloureux ou à la personne qui nous a blessés, nous produisons dans notre cerveau et notre corps la même chimie que pendant l'événement lui-même. Ainsi, notre corps revit la situation douloureuse plusieurs dizaines de fois par jour et nous conditionnons jour après jour notre corps à l'esprit du passé. Vous parlez de cet événement à votre ami, à votre mère, à vos enfants, à vos collègues, à votre libraire. Bref, vous en parlez tout le temps et cela engendre la sécrétion permanente de substances nocives, ainsi que l'activité incessante des mêmes circuits cérébraux, de sorte que votre humeur deviendra au fil du temps votre personnalité.
Bien sûr que j'ai ressenti comme vous de la colère, de la frustration et du désespoir, mais j'en étais consciente et j'ai décidé un jour que cela devait cesser. Je n'étais plus d'accord d'être une victime définie par mon passé et mon traumatisme. Avec le temps, je me suis dit que ma situation éprouvante devait plutôt être perçue comme un incident dans mon parcours de vie. Un incident qui m'a permis de prendre conscience que mes comportements n'étaient plus appropriés et qu'un changement d'état d'être devenait impératif si je ne voulais pas poursuivre ma vie en étant une femme aigrie, triste et frustrée. À partir du moment où l'on décide de se libérer de nos émotions toxiques, on peut enfin commencer à libérer de l'énergie pour changer notre état d'être, parce qu'à cet instant, notre corps n'est plus l'esclave du passé. Passer à l'action et commencer à créer à partir de ce nouvel état d'être va forcément nous mener à vivre des expériences tout autres. Ainsi, ce qu'on a créé commence à apparaître dans notre vie. Comme le dit Joe Dispenza, des gens ordinaires sont capables de l'extraordinaire. Alors où en êtes-vous dans votre vie? Est-ce votre environnement qui contrôle votre pensée ou l'inverse? Si nous ne créons pas, si nous n'envisageons pas le possible, si nous n'apprenons pas et ne spéculons pas sur de nouveaux résultats, nous ne ferons jamais fonctionner notre cerveau de façon nouvelle, car nous resterons incapables de créer de nouvelles connexions neuronales. J'avais compris qu'en continuant à mobiliser toute mon énergie pour parer à une menace extérieure, il ne me restait plus d'énergie pour mon environnement interne, pour la croissance et la réparation, ni pour les projets de construction à long terme. En effet, si nos sentiments et nos émotions sont le produit final d'expériences passées et que nous vivons chaque jour selon les mêmes émotions, les mêmes schémas, il ne peut rien se passer de neuf dans nos vies et par conséquent, notre futur sera similaire à notre passé. Non, cela je ne le voulais absolument pas. Alors je devais faire un choix. Soit je décidais de continuer à vivre dans la survie, soit je faisais le choix, conscient, de prendre le chemin de la créativité. Donc le moment de changer, de rompre toute dépendance à mes conditions de vie était arrivé. Et au lieu de me concentrer sur mes problèmes et d'y réfléchir sans cesse pour réaffirmer l'émotion qui était liée, je devais me focaliser sur les possibles. Au départ, c'est sûr, les possibilités nous semblent limitées car nous essayons de prévoir le futur à partir du passé et on passe donc à côté des possibles. Nous aurons une grande tendance à fuir l'inconnu, qui, il est vrai, fait peur. Il devenait essentiel que mon environnement interne commence à jouer un rôle plus grand que mon environnement externe. Contrairement à ce qu'on nous a appris, ce n'est pas à notre environnement extérieur de provoquer un changement intérieur. En effet, c'est vous qui causez un effet. Vous changez vos pensées et sentiments et ainsi émettez une nouvelle signature électromagnétique. Et vous voyez apparaître de nouveaux événements dans votre vie. Vous êtes la cause, car vous engendrez un effet en changeant votre état interne. Pendant que je suis en train de créer un nouvel état d'être, afin de renforcer un nouveau moi, je me trouve durant un certain temps dans le vide. Comme le dit merveilleusement Olivier Clerc, il y a un moment dans la vie où il est temps de lâcher notre trapèze pour attraper le suivant. Il demeure un bref intermède entre les deux, où on est en pleine voltige, sans filet. Mais c'est un passage obligé, si l'on veut se donner les moyens de réaliser nos rêves et d'atteindre les étoiles. J'ai donc décidé de quitter mon pays, d'apprendre une nouvelle langue, de quitter mes amis et de délaisser tout le patrimoine que nous avions amassé durant 25 ans. Il n'y aura aucune dette et chaque procédurier y trouvera son compte. Il ne s'agit aucunement d'une fuite, mais d'un nouveau départ. Ailleurs, où mon passé ne me poursuivra pas, où je pourrai enfin retrouver avec mes enfants toute la sérénité dont chaque être humain devrait jouir. Cependant, si je voulais continuer à respecter les lois et à ne pas partir comme une fugitive, il fallait que je fasse la requête suivante, que l'autorité parentale du père de mes enfants soit retirée. J'ai fait le nécessaire. L'attente du jugement était très longue et douloureuse, mais je savais que mon intuition de quitter ma patrie était la seule porte de sortie positive à notre situation éprouvante. Enfin, je viens d'avoir très récemment le jugement et les enfants sont confiés à mon entière garde. C'est ma première victoire. Elle marque le début d'une nouvelle vie. Je peux donc passer les frontières sans être poursuivie pour enlèvement d'enfants. Je peux choisir l'école de notre choix, ainsi qu'administrer les soins médicaux nécessaires le cas échéant, sans ne plus devoir demander d'autorisation préalable. Nous sommes libres. Waouh! À l'heure où je vous parle, je suis en plein préparatif pour aller rejoindre ma destination de rêve. Dans quelques semaines, je partirai avec 2 valises, mes enfants et notre petit chat Minouche.
Je ne connais pas la destination exacte où nous poserons nos valises. Je ne sais pas quelles sont exactement nos ressources. Mais par contre, j'ai la certitude que mon âme sait où elle nous entraîne. J'ai la profonde conviction que cette décision de partir pour nous reconstruire est la seule décision qui nous rendra notre entière liberté. Je n'ai plus peur. Je commence une nouvelle vie avec un nouveau moi et cela me comble de joie. Dans ce nouvel état d'être, il n'y a plus de place pour la limite, la victimisation ou l'insécurité. J'ai les poches vides, certes, mais je suis libre. J'ai enfin trouvé la solution qui romprait définitivement toutes mes chaînes. Je sais au fond de moi que c'est la seule façon pour notre famille de sortir définitivement de l'emprise et que tout se mettra en place naturellement. Pour terminer, je vous transmettrai mon mantra qui m'aide depuis que je suis toute petite. Allume un feu, même avec les épines qui te déchirent. Prends ces épines, ces ronces, ces mauvaises herbes, ces branches d'arbres pourries et brûle-les pour en faire quelque chose de beau, de chaleureux et de lumineux. N'oublie jamais que tu es une personne exceptionnelle et que tu portes en toi tout le potentiel pour faire de ta vie ce que toi seul voudras en faire. Je te souhaite tout le bonheur du monde et bien davantage.